Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, je suis Charlotte Lemoigne, je suis chargée de mission zone humide à la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Et du coup, je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes encore d'autres à arriver normalement pendant mon introduction. Je suis donc ravie de vous accueillir pour ce premier épisode dans le cadre de cette série de webinaires qui s'intitule Parole d'éleveur. Alors du coup, je vais vous faire donner quelques éléments de contexte pour comprendre pourquoi en fait la Fédération des conservatoires en est venue en fait à vous proposer ce type de webinaire. Alors il faut savoir que la Fédération des conservatoires d'espaces naturels anime maintenant depuis presque bientôt 10 ans en fait le réseau d'acteurs zone humide dans le cadre du plan Loire Grandeur Nature. Cette animation de réseau d'acteurs va s'articuler autour de plusieurs axes de travail. Et l'axe numéro un de travail, c'est vraiment le cœur de l'animation qui est autour de la vie du réseau d'acteurs. Donc dans ce cadre-là, on va proposer des rencontres, des journées techniques, des webinaires techniques, mais aussi l'animation d'un groupe support zone humide. Et en fait, en 2023, ce groupe support zone humide qui m'accompagne et m'aide à définir les grandes orientations et grandes thématiques pour l'animation du réseau d'acteurs zone humide, a proposé que les webinaires techniques portent sur la thématique milieu humide et élevage. Cette thématique a été soumise et euh, a été soumise et proposé à nos financeurs, donc à savoir l'Agence de l'eau Loire-Bretagne pour ces webinaires, et cette thématique a été acceptée. Alors, quel lien ces webinaires peuvent avoir avec d'autres programmes, d'autres démarches et d'autres thématiques de travail? Tout simplement, il y a d'abord l'axe de travail numéro 3, qui est un autre axe de travail de l'animation du réseau d'acteurs zone humide. Cet axe de travail numéro 3 est lui véritablement consacré en fait à réfléchir et proposer des actions et des outils aux acteurs autour de la thématique de la préservation des milieux humides par les pratiques d'élevage extensif. Un autre lien peut être fait avec la démarche Paste-Loire. Alors, la démarche Paste-Loire est une démarche qui est née dans le Loiret et qui avait vraiment pour objectif de promouvoir le pastoralisme en bord de Loire, donc en vallée alluviale, et a su démontrer au fur et à mesure des années l'efficacité et les atouts de ces pratiques comme mode de gestion des espaces ligériens. Le lien qui peut être fait entre cette démarche Pasteloire et l'axe de travail numéro 3 proposé dans le cadre de l'animation du réseau d'acteurs zone humide, tout simplement parce que la Fédération des conservatoires s'est très fortement appuyée sur cette démarche et animation départementale pour proposer l'axe de travail numéro 3 et aussi faire en sorte que cette démarche départementale passe à une démarche de bassin multipartenaire qui aujourd'hui se développe sur la Loire moyenne et ses principaux affluents. Et enfin, on peut aussi faire un dernier lien il y en a très certainement d'autres, hein, un dernier lien avec le 4e plan national en faveur des milieux humides, puisque cette série de webinaires que l'on va vous proposer pourra tout à fait être valorisée et partagée dans le cadre du réseau national agriculture en milieu humide qui va être développé et créé dans le cadre de l'action 14.1 de ce plan national d'action. Alors, plus concrètement, cette série de webinaires. Donc, on va vous proposer 4 épisodes introductifs de cette série de webinaires Parole d'éleveur, avec pour thématique chapeau élevage en zone humide, viable ou pas. Et pour cet épisode numéro 1, on vous propose de partir en vallée alluviale avec un témoignage d'un éleveur accompagné de son porteur de projet. Je vous ai remis ici les différents objectifs que je ne vais pas vous reciter, mais principalement, l'idée, c'est de vous faire découvrir ou redécouvrir des systèmes d'élevage qui mobilisent des parcelles en milieu humide, d'échanger sur certains a priori, de partager des retours d'expérience et de montrer que
Effectivement, il est possible de vivre de l'élevage avec des parcelles en milieu humide, mais je vous en dis pas plus. Ce sont des webinaires qui sont à voir aujourd'hui, mais à revoir et à partager, puisque l'ensemble des webinaires sera enregistré et mis en ligne sur le centre de ressources Loire Nature, qui est le site vitrine des actions du pôle Loire de la Fédération des conservatoires d'espaces naturels. Et du coup, vous pourrez y accéder librement. Le format, donc on est parti sur un format court, donc d'1 heure et demie. Donc normalement, on finira à 12h30 avec un minimum de 30 minutes d'échange avec les participants. Comme vous pourrez le voir et ce qu'on vous propose aussi, c'est un nouveau format, c'est-à-dire que là, il s'agit de faire un webinaire sous forme d'entretien entre l'éleveur et son porteur de projet, donc sous forme d'échange, d'entretien, d'interview. À vous de choisir comme vous voulez. L'idée, c'est que ça soit interactif et vivant. Et enfin, un format qu'on souhaite le plus authentique possible, à savoir qu'il y a eu certes une préparation amont, mais il n'y a en aucun cas eu de répétition formelle. L'idée, c'est de laisser une certaine spontanéité dans les échanges et dans le témoignage, et de laisser aussi la parole, une parole relativement libre du coup à l'éleveur ou à l'éleveuse. Enfin, 2 petites consignes. Normalement, vos micros, sont coupés de manière, automatique par défaut. Donc normalement, il n'y a pas de souci, mais on vous enfin, si jamais vous avez les micros qui sont ouverts, merci de les couper, pendant toute la durée, du témoignage. Et si vous avez des questions, on vous invite à les indiquer dans l'outil conversation. Donc, vous avez une petite bulle en haut de votre écran normalement et vous pouvez saisir vos questions. Ces questions seront reprises dans la partie échange, donc après le témoignage. Et une fois que les questions qui auraient été posées dans la partie conversation auront été passées, vous pourrez aussi lever la main, donc avec le petit outil lever la main et du coup, je pourrais ouvrir votre micro et vous pourrez aussi prendre la parole pour échanger directement avec Stéphane et Cédric. Voilà. Donc voilà pour la petite partie introductive. Maintenant, je vais laisser la parole à Cédric Chapelier, qui est accompagné de Stéphane Hippolyte pour le témoignage. Alors, élevage en milieu humide, viable ou pas? Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va attaquer ce premier webinaire. Je fais des présentations rapidement pour laisser le temps à nos échanges. Donc, à ma gauche, Cédric Chapelier. Donc, c'est lui, hein, l'éleveur, qui va développer son activité au fur et à mesure de mes questions. Et donc, moi, c'est Stéphane Hippolyte. Je suis écologue au Conservatoire d'espaces naturels Centre Val-de-Loire, basé à Orléans, et je pilote, entre autres, effectivement, la démarche Paste-Loire. Plutôt que vous faire un long discours, je vous invite à taper Paste-Loire sur votre moteur de recherche, et on a un site internet qui est pas mal avec une présentation de ce qu'est Paste-Loire, hein, l'entretien de milieu ouvert à très forte valeur écologique, puisque les conservatoires sont plutôt positionnés sur des sites à très haute valeur écologique, sur la Loire et ses affluents, avec un système basé sur de l'élevage extensif, avec possiblement des races rustiques. Voilà. Donc, et vous avez donc dans Paste-Loire, et j'en terminerai là pour l'introduction, un certain nombre de cahiers techniques qui ont été produits il y a une dizaine d'années, avec des retours sur l'impact positif ou négatif du pâturage, de la fauche sur certains compartiments de biodiversité que l'on suit, des coûts aussi de référence entre coûts d'entretien de milieu par pâturage, par broyage, par pâturage gardienné, etc., etc. Donc, ça a le mérite d'exister. On a monté ça à une époque où on voulait avoir des coûts référents pour monter des contrats Natura 2000. Donc voilà, c'est des études qui ont été faites avec de l'argent public, donc qui sont utilisables et réplicables. Donc n'hésitez pas sur le site Paste-Loire à picorer dans les documents disponibles. J'attaque donc avec mon collègue de gauche, donc Cédric Chapelier. Cédric, première question un peu large, et on va procéder par entonnoir. Quel est ton parcours d'installation et ton cheminement technique, intellectuel qui t'a amené à t'installer sur les bords de Loire?
Ok. Bonjour à tous et à toutes. Donc Cédric Chapelier, je suis éleveur ovin en système pastoral extensif et de plein air intégral depuis une douzaine d'années sur les bords de Loire. Donc de 2011 à 2014 en tant que salarié, berger salarié, et depuis fin 2014 en tant qu'installé. Dans un premier temps avec mon ex-compagne jusqu'à fin 2020, et depuis 2020 avec un salarié temps plein sur la ferme. Voilà. Tu es hors cadre familial? Complètement. Donc moi, j'en suis arrivé, à force de chercher ce que je voulais faire, j'ai fini par comprendre qu'il fallait que je sois en extérieur, en présence d'animaux et particulièrement de chiens. Donc je suis rentré par le milieu via la garde, donc en tant que berger. Et puis petit à petit, à force d'évoluer, j'ai eu l'envie de m'installer. Ce qui m'a conduit à m'installer, et naturellement avec le conservatoire, puisque j'ai commencé en tant que salarié auprès du conservatoire. Le partenariat était très intéressant et très bon, donc ça m'a motivé à continuer auprès du conservatoire. Merci pour ces premiers éléments. On a décidé donc de traiter le volet économique aujourd'hui, donc on ne va pas vous faire un cours de comptabilité, mais c'est plutôt de vous donner des éléments de la carte d'identité un petit peu de son élevage, de voir un petit peu voilà, comment il a calibré son activité. Et puis, on essaiera aussi d'échanger sur les opérations techniques qu'il mène et puis d'avancer aussi au fur et à mesure sur certains éléments comptables pour que vous puissiez avoir une esquisse de son activité. Donc, tu nous as parlé du Loiret, tu peux nous en dire un peu plus sur voilà, là où les communes sur lesquelles tu es, un petit peu les milieux et les surfaces, les superficies, et un petit peu comment tu fais intégrer les bords de Loire dans ta SAU et dans la conduite de ton troupeau, propriétaire, locataire, etc. Complètement. Donc, je travaille sur le secteur de Gien, dans le Giennois, sur les communes principales de Bonny-sur-Loire, Ousson-sur-Loire, Briard et Beaulieu-sur-Loire. C'est les sites principaux. Donc aujourd'hui, j'exploite 200 hectares graphiques, 146 SAU. On en reparlera sans doute quand on arrivera à la PAC. J'ai dans mon exploitation entre 80 et 90% du foncier qui vient du conservatoire. J'en ai une petite partie en propriété, 14 hectares autour de la ferme qui est située à Beaulieu-sur-Loire. J'ai à peu près 100% de prairies permanentes sur l'exploitation, déclarées plus ou moins différemment, alors en prairies permanentes ou en prairies principalement herbagères. Voilà, globalement. OK. Petite précision, voilà, on est en improvisation. Ce qui est important de dire, quand Cédric parle de terrain du conservatoire, pour ceux qui ne sont pas de la région centre, les bords de Loire appartiennent à l'État. Donc, on est sur du domaine public fluvial. Donc, le conservatoire a une convention de juxtaposition avec la DDT Pôle Loire, ce qui nous permet d'avoir une délégation d'usage au conservatoire, parce que ce sont des milieux Natura 2000 à très haute valeur écologique. Et donc, nous, on peut sous-déléguer gratuitement à nos éleveurs post-Loire du domaine public fluvial, ce qui lui permet, il en parlera après, donc de pouvoir mobiliser des aides agro-environnementales sur des terrains qui appartiennent à l'État, mais qui sont gérés par le conservatoire. Voilà, j'espère avoir été clair, et n'hésitez pas à revenir sur ce point à travers vos questions si jamais ça n'a pas été limpide. Ton élevage de manière générale, un petit peu plus dans le détail sur le type d'élevage. Donc un élevage ovin pastoral de plein air intégral. Donc je suis toute l'année en extérieur avec mes brebis. Elles sont présentes toute l'année en bord de Loire ou sur les parcelles. La destination de l'élevage, c'est de l'agneau de boucherie. Donc on a une race rustique, la solognote, qui vit très bien les milieux naturels, et dessus c'est croisé avec du Suffolk pour avoir un peu une bonne conformation pour les agneaux, pour la vente en boucherie. Donc c'est un système tournant semi-dynamique. On essaie de faire des parcs qui durent une semaine avec le troupeau pour avoir une bonne pression de pâturage sur les surfaces, avoir un bon impact pour la réouverture des milieux, tout en ayant une qualité alimentaire suffisante pour les bêtes régulière. Voilà un peu le système global. Est-ce que tu peux revenir juste pour ceux qui ne sont pas dans la partie, pourquoi tu as croisé, moi j'ai mon idée bien sûr, mais pourquoi tu as croisé Solognote avec Suffolk, sachant que on en parle peut-être après sur les débouchés, mais tu as une partie des Solognotes qui va partir en génétique. En génétique. Voilà, et donc pourquoi tu as croisé avec du Suffolk?
Il y a la rusticité de la solognote qui permet d'avoir une bonne tenue en Loire. C'est des brebis qui s'y plaisent bien et qui valorisent bien la ressource. Pas trop de pathologie, c'est ça? Peu de pathologie due à la rusticité, mais aussi via le système. Avec un système tournant assez dynamique, on limite pas mal de problématiques de parasitisme, qui est la problématique principale. Et puis, on fait un croisement Suffolk parce que c'est une race bouchère, et donc ça donne une meilleure forme aux agneaux, des agneaux qui sont mieux constitués au moment de la vente, qui sont mieux finis, et donc qui se valorisent mieux en boucherie. L'intérêt de ces deux races, il y a la rusticité de la solognote, mais il y a aussi la qualité maternelle de la Suffolk. Pour conduire les agneaux en plein air aussi intégral, extensif, il faut que les brebis soient de bonne mère et avoir un minimum de gestion d'agneaux à l'individu. Voilà, globalement, le choix des deux races. D'accord, merci. Est-ce qu'on a traité ça ou est-ce qu'on continue? Vas-y, je te laisse. Pour rentrer un peu plus dans le détail, aujourd'hui, j'ai 500 brebis qui sont présentes sur les sites, donc pas toutes au même endroit et en simultané. Je fais un agnelage du 10 avril au 15 mai pour pouvoir profiter de la pousse de l'herbe sur la fin de gestation et début de lactation. Et au moment du changement alimentaire des agneaux courant juin, il y a une perte en qualité nutritive. Ça m'évite une fois encore des pathologies du style tétanie d'herbage ou les entérotoxémies. Donc je suis le rythme naturel. Merci. Chargement moyen, on est en direct, alors j'affine mes questions en fonction de notre trame. Est-ce qu'on développe un petit peu, est-ce que ton chargement il est fixe, il est modulable, tu en enlèves, tu en remets, Il est complètement modulable en fonction des milieux. Ayant 500 brebis, je peux me permettre de faire, si besoin pour réouvrir un milieu et qu'il faut avoir un impact vraiment fort, je peux me permettre de mettre 500 brebis pendant 15 jours sur 5-6 hectares pour avoir une forte pression et vraiment une réouverture importante des milieux. À savoir qu'avec ce mode de gestion, les brebis ont appris à écorcer des acacias, ont appris à manger du lierre, ont appris à manger tout un tas de ressources qu'on ne trouve pas en système conventionnel. La renouée du Japon. Par exemple, elles vont aussi détruire la renouée du Japon. Elles vont manger du rumex, du moins les feuilles et les graines. Donc voilà, elles ont réappris à manger des plantes qu'on ne trouve plus en élevage conventionnel. Et elles participent aussi à la dissémination d'espèces à haute valeur écologique chez nous, soit par la consommation, soit par les graines. Donc c'est vrai que voilà, là c'est un peu l'écologue qui parle, mais il y a un volet aussi allié de génie écologique des animaux qui participent à la dissémination et au transfert de certaines plantes voilà, sur les bords de Loire. Tu nous as parlé tout à l'heure donc, que tu avais une partie de ta SAU qui intégrait les bords de Loire. Alors tes autres milieux, c'est quoi exactement hors Loire? Qu'est-ce que c'est tes autres milieux et comment tu navigues, enfin comment tu mets ça en musique pour faire le tour de ton cycle de production au vin? Tout à fait. Donc la majeure partie de mon foncier, ce sont les bords de Loire, mais je fais aussi de l'entretien d'espace pour des entreprises privées, notamment de l'entretien de parcs photovoltaïques. Et j'ai aussi des échanges avec des céréaliers pour faire de la destruction de couverts. Donc, à travers l'ensemble de ces fonciers-là, et en fonction de la saison, je vais répartir mon cheptel de la manière la plus pertinente possible en fonction de la pousse de la végétation, en priorisant effectivement les prestations et les bords de Loire, et la destruction de couverts se faisant l'automne et l'hiver. Ça tombe plutôt bien en termes de gestion. J'essaie, au vu du milieu qui est plutôt ouvert, touristique et public, j'essaie de répartir mon cheptel en plusieurs sites au moment des agnelages pour avoir le moins de mouvements possible à faire et le moins de contraintes touristiques sur le côté. Donc, je répartis mes brebis entre la Loire et les prestations au moment des agnelages. Merci. Je reviens donc à ce qui nous lie, nous, entre conservateurs d'espaces naturels Centre-Val-de-Loire et toi, sur les parcelles bord de Loire, pour ce qui nous concerne. Donc, dans nos conventions de pâturage qui nous lient, on explique donc qu'on n'a pas d'affouragement,
que la prophylaxie doit se faire hors de la zone Natura 2000. Comment tu gères un peu ce volet prophylaxie et absence d'affouragement? Et ben, à travers les différents fonciers et mes accords avec les céréaliers, ça permet pendant les phases un peu plus creuses ou en bord de Loire, principalement l'été où c'est très séchant et qu'on est sur du sable, ou courant d'hiver, une fois que la ressource est utilisée, de pouvoir diminuer la pression sur la Loire en allant chez des céréaliers pour avoir des ressources. Et les choses étant bien faites, les couverts automnales permettent d'alimenter les brebis. Donc voilà, ça c'est la gestion principale. Et pour tout ce qui est aspect vétérinaire, j'ai la possibilité, j'ai la chance sur le foncier que j'utilise d'avoir des parcelles de privés aux proches des sites du conservatoire sur lesquels je fais toujours mes déparasitages et ma gestion vétérinaire hors site Natura 2000. À savoir que mon système, il est fait pour limiter au maximum les intrants. Donc, je n'apporte pas d'alimentation parce que je retrouve la ressource naturellement. Mais aussi d'un point de vue vétérinaire, j'essaie de limiter les traitements. Donc, je fais 2 déparasitages par an sur les brebis. Et les agneaux, sur leur première année d'existence, ils vont en avoir 3 qui vont concerner différents parasitismes. Mais voilà, je suis plutôt en extensif. Pour donner une idée, sur le cahier des charges bio, il doit y avoir 3 traitements curatifs possibles et 3 préventifs pardon, et 2 curatifs. Et moi, je fais uniquement 2 préventifs sur mon exploitation. Voilà. Ok. Et est-ce que, je ne sais pas si on peut comparer les choses qui ne sont pas forcément comparables, mais est-ce que pour toi, pâturage bord de Loire, c'est plus pathogène que pâturage prairie permanente ou temporaire, ou est-ce que tu gommes ce volet-là avec un pâturage en période très sèche? Enfin voilà, avoir un peu ton ressenti là-dessus. La technicité par rapport à la gestion vétérinaire finalement. En fait, l'avantage des bords de Loire, le premier que j'y trouve, je parlais tout à l'heure de ce que les brebis peuvent manger. On a fait à peu près une liste. J'ai trouvé à peu près 70 plantes différentes que les brebis consomment, à ajuster, à affiner dans le temps. Dans un élevage conventionnel, on va se retrouver entre 4 et 8 variétés maximales. Sur les bords de Loire, il reste à amener de la preuve scientifique, disons, mais de manière empirique. J'ai appris que certaines plantes, type le plantain, la tanésie, l'astère, c'est des plantes qui déparasitaient aussi de manière naturelle. Donc le troupeau bénéficie de tous ces atouts naturels en bord de Loire. Au-delà de ça, il y a des choses qui sont quelque part mécaniques. On évite pas mal de pathologies sur les pieds du fait qu'on soit sur de la silice, beaucoup de sable. On fait beaucoup de transhumance, donc il y a beaucoup d'usure de la corne des pieds des brebis, ce qui limite une grande partie des pathologies. On est sur des sols, même l'hiver, donc on est en milieu humide, mais moi je le vis comme un milieu plutôt sec, d'une certaine manière, parce que même en hiver, étant donné qu'on est sur du sable, c'est très drainant. Donc mes brebis, contrairement aux phases où elles sont dans les champs, les brebis étant sur ce que j'appellerais du sec, les pieds restent sains. Ok. Et petite dernière question juste sur ce volet-là, est-ce que toi, avec le recul que tu as, il y a une variabilité forte entre races de moutons sur ce volet pathologie? En d'autres termes, est-ce que voilà, la rusticité de la solognote lui fait plus résistante ou tolérante moi je ne suis pas vétérinaire, que d'autres races, ou non, c'est une question de conduite de troupeau, quelle que soit la race? Alors, je ne suis pas vétérinaire non plus, donc je ne veux pas trop m'avancer. L'avantage, ça va être surtout alimentaire. Les brebis, les solognotes valorisant bien la ressource en bord de Loire, on dit souvent que le premier médicament, c'est l'alimentation. Ayant une alimentation vraiment saine, ça limite grandement les pathologies. Pour donner un opposé quelque part extrême, quand on donne du grain à des brebis, on risque les entérotoxémies. Donc, il y a une gestion à faire, un apport. J'ai quasiment jamais cette problématique puisque j'avance au rythme de la saison et donc la végétation évolue avec la flore intestinale des brebis. Donc, j'ai plein de pathologies qui sont évitées naturellement. Ok. Ensuite, effectivement, je vois des différences entre la solognote et la Suffolk. La Suffolk, c'est une race bouchère qui a besoin de plus de ressources et qui vit un peu moins bien la rusticité des bords de Loire. Le croisement est fin, donc Sologno-Suffolk, et par contre un très très bon mélange. On profite à la fois des qualités laitières et maternelles de la Suffolk, tout en profitant de la résilience de la Solognote. Donc le mélange est vraiment très bon. Ok.
On descend. Pour toi, c'est bon par rapport à ce qu'on a vu là où il y avait des éléments que tu avais notés et qu'il est important de citer et pour laquelle je t'ai pas sollicité sur ce volet. Sur les avantages, Ouais, inconvénients. ou avant, par rapport à ce que tu avais noté. Je pense qu'on a fait le tour. Ça reviendra, je pense, au fur et à mesure des questions. Ouais, pardon. Ok. Donc là, on avance un petit peu, nous, dans notre grille d'interview et effectivement, on rentre dans les avantages ou gains, contraintes qu'il y a entre un partenariat conservatoire et éleveur sur les bords de Loire. Donc voilà, la question, elle tourne autour de quelles difficultés tu rencontres dans la conduite de ton cheptel en milieu humide, même si tu nous as expliqué que pour toi, voilà, nous, en termes, pour les écologues, c'est de la zone humide en val alluviale et pour l'éleveur, ce n'est pas une zone humide. Donc, les questions vont être, voilà, quelles sont pour toi les difficultés, les contraintes? Elles peuvent être d'ordre technique, administrative, etc. Quelles compétences, savoir-faire, pardon, ce partenariat te demande d'un point de vue voilà, technique, etc. Donc, on parle un petit peu de tout ça. Ok. Sur le volet avantages-contraintes, étant donné qu'on est sur des zones ouvertes au public et relativement touristiques, je suis en bordure de Loire à vélo, donc c'est très touristique et c'est très appréciable. Donc beaucoup de gens s'y promènent avec chiens tenus en laisse ou non. J'ai la présence de chasseurs et de pêcheurs vu que je suis sur les bords de Loire. Et donc, en fonction des publics, je vais avoir toutes sortes d'interactions, des très positives comme des négatives. Et donc, je vais, dans les inconvénients, je vais avoir du matériel dégradé, des fuites de mon cheptel dues à des non-tenues des chiens, soit en laisse, soit sans laisse. Il y a aussi, donc je disais, je fais du déplacement semaine par semaine, je déplace mes parcs. Donc je reste peu de temps sur site, mais des personnes ayant l'habitude de se promener ici ou de faire de la moto ou de faire de la chasse ou de la pêche et n'étant pas très réceptif, c'est là où j'ai les problématiques de destruction de matériel ou de dégradation du moins. Donc ça, c'est vraiment le problème principal. Après, en problème annexe dû au milieu naturel, je vais avoir le fait que les toisons sont sales. Il y a pas mal de présence de matière organique dans les toisons. De base, la laine ne se vend pas très cher, mais là, en plus, en ayant de la matière organique dedans, c'est encore plus compliqué sur le débouché. Cela dit, je ne compte pas tellement sur ce débouché au vu du peu de valeur qu'il y a à la vente. Sachant que ce n'est pas une race à laine non plus. C'est ça. De base, ce ne sont pas des races avec une très grande quantité de laine. Bonne qualité quand la laine n'est pas sale, mais pas grande quantité. Okay. Je me permets aussi de vivre bien le peu de valeur sur la laine, car le partenariat que j'ai avec le conservatoire me permet d'avoir un accès au foncier qui n'est pas du tout onéreux. Donc, ça me limite grandement les charges sur l'exploitation, ce qui me permet d'encaisser cette perte de valeur sur la laine. Et même plutôt gratuit, je crois. Complètement, oui. C'est l'accès à titre gracieux est un avantage franchement indéniable. Ça conforte grandement l'exploitation. Ça marche. Est-ce que tu avais, on n'en a pas parlé, mais de cette fréquentation, etc., multi-acteurs, etc., est-ce que tu as du vol ou d'animaux que tu n'aurais pas ailleurs De manière anecdotique, j'ai un peu de vol de matériel, vol d'animaux, je ne l'ai pas constaté. Okay. Ça, je ne peux pas dire. Non, non, c'est surtout des postes de clôture mobile ou les filets. Ça intéresse parfois quelques personnes. Okay. On a un peu de perte. On a un peu de perte là-dessus. Ça marche. Merci. C'est bon? Non, vas-y, tu voulais rajouter. Hein. Il y a pas, c'était avant de passer au volet économique, être sûr qu'on est bien balayé ou que tu aies des éléments importants à dire que tu n'aurais pas dit. Suite à tout ça, ça demande quand même une certaine adaptabilité. C'est pas quand le troupeau s'enfuit ou qu'il y a des problématiques, il faut être réactif, présent. Donc, il faut accepter de travailler le week-end, le soir, la nuit. Parfois, on peut être appelé. C'est aussi une des contraintes qu'on peut retrouver moins quand on est sur une exploitation avec des clôtures fixes, rigides. Donc, ça, c'est une vraie problématique. Par contre, dans les avantages, je n'ai pas de mécanisation à faire du tout, donc je ne fais pas de foin, donc c'est du temps que j'ai de plus avec mon troupeau. Et ça me permet, une fois encore d'un point de vue économique, d'investir moins de matériel.
puisque ma ressource fourragère, elle est présente sur pied. Ok. Merci. Je regarde le timing, on est plutôt pas mal sur ce qu'on a à balayer comme sujet et le temps que l'on s'est imparti. On va passer donc sur des points importants. Donc, sur l'aspect résultat d'exploitation, donc comme je l'ai dit dans l'introduction, l'idée n'est pas de faire un cours d'économie agricole. Néanmoins, effectivement, Charlotte a très bien posé la question tout à l'heure de savoir est-ce que quand je fais du pastoralisme extensif avec un conservatoire d'espaces naturels sur des sites de bord de Loire qui appartiennent à l'État, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est pas rentable? Donc, on a voulu essayer de balayer quelques éléments économiques. D'une part, pour rester assez superficiel, parce qu'on n'a pas tous une formation de comptable. Donc, et puis, l'idée n'était pas non plus forcément de mettre à nu ta comptabilité, mais voilà, sur des éléments clés, les charges, tes salariés, un peu les produits, les excédents bruts, les proportions d'aide agro-environnementale qu'on a un petit peu balayé tout à l'heure, donc les MAE, primes races menacées, etc. De voir un peu comment tout ça rentre dans ton système, quelle direction tu prends, quelle prospective tu as, et puis clairement, oui, ce partenariat sur tel poste, c'est bien, tu as parlé tout à l'heure de moins d'investissement, mais sur un autre poste ou de l'accès gratuit au foncier ou de pouvoir mobiliser des aides, mais sur tel autre poste, c'est peut-être moins performant, intéressant que sur un système, je dirais, j'aime pas le terme conventionnel parce que j'ai pas l'impression qu'on soit pas sur quelque chose de conventionnel. Mais voilà, tu me dises un petit peu comment tu analyses tout ça, les éléments que tu peux nous donner et puis ton auto-analyse au regard du recul que tu as là-dessus. Ok, alors pour balayer de manière un peu large, déjà pour commencer, je suis sur un chiffre d'affaires à l'année d'environ 115 000 euros, réparti à peu près 30% la PAC, 30% de prestations et 40% de vente d'agneaux. Aujourd'hui, présent sur la ferme, j'ai un salarié temps plein et un stagiaire qui devient apprenti à partir de janvier. Plus toi? Plus moi. Donc, on est deux temps plein, 2 temps et demi sur la ferme. Donc, on parlait des contraintes des bords de Loire. Donc, au vu des milieux, il y a besoin de beaucoup plus de temps de main-d'œuvre. Donc, effectivement, j'y gagne sur le coût du foncier. Mais entre guillemets, j'y perds, c'est une manière de dire, parce qu'il y a plus de salariats sur la ferme. Moi, je le vois comme un gain parce que je trouve plus intéressant de travailler avec des personnes qu'avec du matériel. Après, c'est des visions qui sont mises en place. On produit, donc avec 500 brebis, on produit chaque année environ 470 agneaux. À savoir que sur les 500 brebis, il y a les agnelles de renouvellement qui ont un taux de productivité moins élevé. Donc, comment dire, je me perds. C'est de ma faute. Oui, c'est ça. 470 agneaux produits, oui, dû au fait qu'il y ait des agnelles, on produit un peu moins d'un agneau par brebis présente sur l'exploitation. Voilà. Je pense que, ouais. Tu y es, toi, ok. Ouais. Niveau aide agricole, donc, Oui. on l'a dit tout à l'heure, c'est oui. pas grave, on l'a dit tout à l'heure, le fait d'être sur les bords de Loire te permet de mobiliser, alors je dis tout ce que j'ai en tête, mais c'est toi qui vas après me dire oui j'ai pas, mais au regard des autres éleveurs avec qui on travaille, donc les DPB, les MAE, soit localisés, soit système, prime race menacée, puisque la Solognotte, voilà, j'en oublie certaines. Qu'est-ce que tu mobilises? Est-ce que tu as des ratios de pourcentage là-dessus par rapport à ton chiffre d'affaires ou à ton EBE? Est-ce que tu peux un peu affiner un petit peu? Donc, je disais, globalement, sur mon chiffre d'affaires, j'ai 30% de PAC, donc ça revient à peu près à 40 000 euros. Donc, dedans, j'ai des DPB, j'ai des MAE, donc DPB premier pilier de la PAC, et ensuite des aides à la production du deuxième pilier. Donc, des MAE, une MAE système et une MAE localisée. Et pour ce qui est de la prime, donc la prime à la brebis standard, mais aussi depuis cette année une surprime à la race en conservation, parce que
la déclaration des brebis solognotes n'intervient que depuis cette année. On va monter en puissance petit à petit. Donc, j'ai aussi cette aide-là. L'ensemble de ces aides représente à peu près 40 000 euros du chiffre d'affaires. Okay. Pour reprendre, on parlait de l'EBE. Globalement, dans mon EBE, je vais retrouver ma rémunération et un petit peu de fonds de roulement qui va me permettre de faire quelques investissements. Aujourd'hui, pour reparler des charges, on parlait de mon salarié, il est payé légèrement plus qu'au SMIC et moi, je touche à peu près 1,5 SMIC sur la ferme. Donc, voilà pour ce qui est de la productivité de l'exploitation. Et ta trajectoire? Enfin, je ne vais pas te demander. Oui, complètement. Comme je disais, historiquement, j'étais avec mon ex-conjointe et ensuite j'ai eu un salarié. Donc ça a été une première évolution importante, une gestion tout à fait différente de la vision de l'exploitation. Et je suis depuis 2 ans et encore dans les 2 années qui viennent sur une phase d'expansion, d'agrandissement de l'exploitation. Différents projets qui viennent, que ce soit en augmentation du cheptel Sologno ou des prestations. L'idée, ce serait dès 2025 d'être en capacité d'embaucher une bergère temps plein sur la ferme, en plus, grâce aux augmentations et de cheptel et de valorisation par la race pure. Donc là, je suis à 500 brebis. L'idée, d'ici 3 ans, ce serait de monter entre 800 et 1000 brebis, de manière à permettre d'embaucher une personne de plus et de conforter le revenu de mon salarié actuel, parce que l'idée, ce serait aussi de pouvoir l'augmenter à travers le temps. Ok, merci Cédric. Donc on verra tout ça si ça suscite des questions. On va parler d'un volet important de l'activité et de la pérennité économique de l'élevage, c'est les débouchés et la filière. Donc l'idée, c'est que tu nous dises un petit peu comment tu écoules tes productions. Est-ce que tout part en boucherie? Est-ce qu'il y a d'autres, et je le sais, hein, mais voilà, d'autres filières? Et puis, un petit point important qui, je pense, n'est pas propre au Loiret, mais la question de l'abattage avec le maillage aujourd'hui des abattoirs qui peut complexifier qui peut réduire la rentabilité de la vente des animaux. Donc, l'idée, c'est que tu nous dises voilà, comment tu écoules, comment tu écoules tes agneaux, tes agnelles, tes brebis de réforme, enfin, etc. Ce que tu peux nous dire. Et après, sur l'abattage, ta stratégie, donc ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que tu vas continuer sur la même équation? Est-ce que tu as envie de changer parce qu'il y a des problèmes, voilà, sur le maillage? Il y a des choix qui ont été faits sur l'exploitation qui vont entraîner sur la commercialisation des conséquences. Le fait d'être en élevage pastoral, ça implique beaucoup de logistique et de déplacement avec le troupeau. Donc l'idée initiale, c'était de limiter le temps de présence des agneaux sur la ferme. Donc les agneaux jusqu'à présent étaient vendus au sevrage entre 90 et 120 jours. Ce qui permet un sevrage quasi naturel, hein, parce qu'à 4 mois, la plupart des brebis rejettent leurs agneaux naturellement, vont rejeter leurs agneaux. Donc le sevrage est plutôt naturel. Ces agneaux sont vendus à quelqu'un qui fait de l'engraissement à l'herbe aussi, qui a un système quelque part qui est dans la continuité de ce que je fais. Donc c'est aussi pourquoi j'ai accepté ce choix de vendre au sevrage, c'est que je savais que mes agneaux allaient avoir un mode de conduite qui me convenait et qui était dans la continuité de mon élevage. Et donc, je disais, par rapport à mes choix d'agrandissement, l'idée, c'est justement d'augmenter la surface aussi, et donc de pouvoir, moi, finir mes agneaux à l'herbe et ne plus avoir à les vendre tous au sevrage. Donc, ça va se faire progressivement, la proportion augmentera petit à petit. Là, dès cette année, j'ai commencé, alors sur les 470, ça fait peu, mais c'est un début. Je m'apprête à vendre déjà 70 agneaux finis à l'herbe. L'année prochaine, ça devrait monter entre 150 et 200 agneaux finis, et ainsi de suite chaque année, jusqu'à être en rythme de croisière. Ce qui implique aujourd'hui uniquement un besoin de vendre mes brebis de réforme. Donc, il y a de l'autoconsommation qui est faite sur les brebis de réforme, certaines qui étaient envoyées à l'abattoir, une poignée, et le reste des réformes envoyées avec les agneaux pour un engraissement à l'herbe. Donc, dans un premier temps, l'engraissement était fait par autrui.
les quelques animaux que j'ai pu faire jusqu'à présent, ils sont envoyés à l'abattoir de Caunes, qui est situé qu'à une demi-heure de la ferme. Dans la Nièvre? Dans la Nièvre, tout à fait, via un prestataire qui est présent dans le Loiret, qui est assez connu, Benoît Goyard, qui offre une prestation complète, c'est-à-dire qu'il vient à la ferme récupérer les animaux, il les emmène à l'abattoir, il va les préparer en caissettes et peut livrer les caissettes sur la ferme. Donc c'est quand même une prestation qui est tout compris, sur un secteur géographique qui est plutôt restreint pour ma part, étant donné que je suis proche d'un abattoir. Donc c'est plutôt confortable. Tu peux dire un peu combien ça te coûte? Enfin, pardon, ou combien tu as en moins avec cette prestation? Enfin... C'est ça. Globalement, ça revient entre la caissette ou tout fait en merguez, on est autour d'une charge de 10-11 euros du kilo pour une revente à 15 euros du kilo la caissette. Ok. Ça, c'est la marge qui peut être faite. Plus le temps passé, tout ça qu'il faut prendre aussi en compte, parce que la gestion des lots qui vont à l'abattoir, c'est aussi une gestion particulière. Je parlais de pas mal de logistique sur la ferme. Donc, créer des lots spécifiques pour aller à l'abattoir, c'était aussi une contrainte. D'où ma recherche de développer du salariat sur la ferme pour avoir plus de temps à consacrer à cette gestion d'engraissement et d'abattage. Et dans les temps à venir, donc, je disais, ce sera de finir plus d'agneaux, donc avoir plus d'agneaux qui sont faits soit en caissette via ce système. Je suis aussi en train de voir pour développer un débouché en discutant directement avec des abattoirs pour vendre aux abattoirs les agneaux sur pied, et donc pour une revente en boucherie via les abattoirs. Et là, c'est entre guillemets plus rentable ou c'est pas plus rentable, c'est différent? C'est un peu plus rentable puisqu'il y a une vente sur pied, donc il y a tout un tas de charges qui sont diminuées. L'idée, c'est de travailler par lot plus conséquent, donc pareil, c'est plus rentable. Du volume. Voilà, on parle de volume. Et puis, je cherche à cibler un public particulier. Je cherche à cibler les boucheries halal principalement. Parce que le coût est bien valorisé sans avoir besoin de passer sur un label bio. On pourrait réouvrir cette question du label bio. Donc c'est un public qui apprécie de manger de la viande de qualité sans forcément avoir un label dessus. Donc je suis plus jugé à l'aune de mes pratiques qu'à l'aune de mon label. Et ça, je trouve ça intéressant. Très bien. Pour revenir succinctement là, sur le label bio, au départ de l'exploitation, le choix a été fait de ne pas rentrer dans le label parce que ça imposait des contraintes. Et dans un premier temps, n'étant pas forcément totalement à l'aise techniquement, il y a certaines molécules qui étaient interdites et dont je ne voulais pas me passer au cas où. J'en ai jamais eu l'utilité, mais en cas de problématique, je voulais pouvoir y avoir accès. On pourrait penser qu'aujourd'hui, ce serait intéressant pour moi d'aller sur le label bio, mais je n'y ai pas d'intérêt en termes de commercialisation. Je vends mes produits sans avoir besoin d'y mettre un label. Comme je disais, à l'aune de mes pratiques, j'arrive à vendre mon cheptel. Donc voilà, j'y trouve pas d'intérêt aujourd'hui. Ça, effectivement, une petite parenthèse, à l'échelle du bassin de la Loire, quand je discute avec les autres éleveurs, c'est un constat, enfin pas un constat, mais en tout cas une vision partagée. En d'autres termes, les éleveurs aujourd'hui, quand ils travaillent bien, ils n'ont pas de soucis pour vendre leur production. Même certains vous diraient qu'ils ne produisent pas assez au regard des demandes. Donc c'est vrai que voilà, le bio ou pas bio aujourd'hui est pas forcément effectivement n'est pas un gage de meilleur écoulement de la production, puisqu'aujourd'hui voilà, l'ensemble des éleveurs Pasteloire, des éleveurs qui sont positionnés sur la Loire, nous disent tous que voilà, ils n'ont pas de soucis pour écouler leurs animaux. Donc j'entends très bien cette remarque. On va passer un peu sur les éléments sociaux, puisque tu es éleveur, mais tu es aussi surtout voilà, une personne qui, comme tout le monde, a une vie extra-élevage, hein, même si tu dis qu'il faut une grande souplesse pour faire face aux besoins et aux réactivités que nécessite cette activité. Combien de temps tu travailles? Il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'élevage. Hein. Combien de temps tu travailles? Est-ce que tu as des vacances? Je ne te demande pas où tu pars, hein, mais est-ce que tu as des vacances? Comment tu gères tes week-ends? Déjà, avant de passer aux pratiques par les agriculteurs proches. Voilà, toi, ton ratio, ton équilibre perso, pro, comment ça se passe aujourd'hui?
Compliqué à définir efficacement parce que moi j'ai la chance de faire un métier passion et de moins ressentir le besoin de vacances, tout en ayant tout de même la possibilité de prendre des week-ends en famille ou à l'extérieur. Donc je ne peux pas donner un chiffrage exact. Tout ce que je peux dire, c'est que les semaines elles vont vraiment varier d'une semaine à l'autre. Il y a des semaines où on va pouvoir, entre guillemets, se contenter de travailler 20 heures parce qu'on est en pleine saison, que les bêtes elles ont à manger, qu'il n'y a pas de fuite sur cette semaine-là. Et donc tout se passe bien. On va pouvoir, non pas qu'on le fasse forcément, mais on pourrait se contenter de travailler une vingtaine d'heures. Et d'autres saisons, par exemple en plein été ou au début de l'automne, quand la chasse quand la chasse est relancée et que le gibier est un peu dans tous les sens et qu'on a pas mal de problématiques avec le gibier qui passe dans les clôtures et qui cause des problèmes, ou les touristes qui profitent des derniers beaux jours pour aller se promener. Donc voilà, l'automne, c'est une phase où on a pas mal de problématiques. Été-automne, c'est une phase avec des problématiques, donc là, on est beaucoup plus présent. On en parlait tout à l'heure, on a des problématiques avec les clôtures, donc on fonctionne avec des clôtures électriques. Pendant l'été, le sol étant beaucoup plus sec, le courant, la prise de terre étant moins bonne, les clôtures sont moins dissuadantes pour les brebis et pour le gibier. Donc, ce sont des périodes où il y a plus de risques de fuite. Et puis, en général, comme on fait le sevrage au courant de l'été, les agneaux aussi sont en plein apprentissage des clôtures. Donc, je disais 470 agneaux, donc 470 animaux qui chaque jour testent si la clôture fonctionne. Donc s'il y a ne serait-ce que 10 minutes où elle ne fonctionne pas, il y a toujours un animal pour le détecter. Et alors, vu que vous êtes quand même plusieurs sur l'exploitation, tu as quand même, je reviens à mes questions, week-end, vacances, ou même si effectivement métier passion, mais comment... Oui, complètement. Alors je pars rarement plus d'une semaine, ça m'arrive. Mais je peux très régulièrement prendre des week-ends, voire même des jours en semaine. La chance que j'ai, c'est que, étant plusieurs sur l'exploitation et organisant le travail à notre rythme, lorsque j'ai besoin de rendez-vous pour les enfants, pour le travail, l'administration, je peux me dégager du temps en semaine pour la vie perso ou pro. Pour un webinaire à Orléans avec le conservatoire. Par exemple. Tes pratiques par rapport à tes pairs PAI-RS, voilà, comment je le dis souvent, mais on est quand même sur une région plutôt moissonneuse-batteuse, en région Centre-Val-de-Loire plutôt qu'à l'élevage. Voilà, ton élevage, le fait que tu fasses de l'extensif, etc., par rapport à tes voisins, ou comment ça se passe, ça se situe Initialement, quand c'était positif, ça pouvait être vu de manière incongrue, et quand c'était négatif, de manière négative incongrue, et de manière positive, de manière insolite. Au tout départ, ça a été plus compliqué. On a pu me regarder de haut, on a pu se demander si j'allais tenir, si ça avait un sens ce que je faisais. Et puis, le regard a changé à travers le temps, puisque petit à petit, j'ai eu la possibilité de faire l'acquisition d'une ferme, d'embaucher une personne. Donc tout ça, ce sont des marqueurs que l'activité se développe et est relativement solide. Donc le regard petit à petit a changé. Et puis j'ai eu la chance de côtoyer d'autres éleveurs pour qui j'ai pu prendre des brebis et les intégrer à mon système parce qu'eux manquaient d'herbe. En système, on parlait de conventionnel ou du moins semi-conventionnel. Moi j'ai la chance en bord de Loire, quand au mois de juin, en plein été, les éleveurs de prairies on les prairies séchées et sont obligés de mettre du foin. Moi, j'ai la chance, en bord de Loire, d'avoir des ressources type épines noires, ronces, aubépines. J'ai tout un tas de ressources feuillues et non pas herbacées qui me permettent de compenser ces périodes-là. Et l'avantage du sable en Loire, c'est que la moindre pluie va revitaliser la présence, ce qu'on n'aura pas forcément en plaine. D'accord. Donc, initialement, mon système était vu comme incongru, et puis aujourd'hui, pas mal d'éleveurs principalement se rendent compte que mon système est résilient et que je n'ai pas les problématiques qu'ils peuvent avoir. Oui, puis bon, tu formes, enfin, je veux dire, tu as beaucoup d'échanges, il y a une émulation, je ne sais pas, en tout cas, il y a d'autres personnes qui s'installent aussi et qui trouvent des vertus à ce modèle-là. Complètement. Je suis amené régulièrement à parler de mon métier. J'ai eu pas mal de stagiaires qui sont passés. On m'envoie des stagiaires. On en est venu à m'acheter des bêtes aussi parce que mon troupeau est particulièrement résilient et adapté
à la réouverture de milieux. Donc, ça a été un gage de mon travail aussi. C'était une manière de reconnaître mon travail. Tout à fait. Merci. Les partenariats, donc tu ne travailles pas tout seul, on en a un peu brossé quelques-uns, mais avec qui tu travailles en termes de partenaires? Alors, en partenaire, on pourrait penser tout de suite aux partenaires techniques. Ça peut être des partenaires scientifiques, ça peut être des partenaires institutionnels, puisqu'on a parlé tout à l'heure de primes, de MAE, etc. Voilà, donc avec qui tu travailles, comment et qu'attends-tu d'eux également? Aujourd'hui, j'ai 2 partenaires qui sont historiques et fondamentaux sur mon exploitation. Ça va être le Conservatoire d'espaces naturels et étonnamment, le Crédit agricole. On a traversé à travers les années des difficultés économiques. On n'en a pas parlé de la problématique des MAE. Tu peux faire mais- un rapide. Une digression. Un des avantages avec le conservatoire, ça a été sur justement le sujet des MAE. Ça a été compliqué puisqu'on est en système pastoral et de manière historique, c'était quand même, ça avait disparu de la moitié nord du pays. Donc, quand il a fallu expliquer à l'administration que les milieux qu'on utilisait, ils étaient valorisés de manière agricole, ça a été compliqué. Et là, on a été très, très satisfait d'avoir l'aide du conservatoire pour nous assister dans toutes ces démarches. Mais entre la validation par l'administration du modèle des MAE sur le foncier et l'arrivée des paiements réels, il s'est passé beaucoup de négociations et on a été contraint d'aller au tribunal face à l'administration parce qu'on nous avait promis des choses et on a eu les contrôles qui allaient avec, mais on n'avait pas les paiements. Donc il a fallu se battre face à l'administration. Et pendant ce temps, c'est le Crédit agricole qui nous a soutenus, qui croyait en notre projet et qui nous a accompagnés. Donc voilà, de manière historique, les deux gros appuis de l'exploitation, c'est le CEN et le Crédit agricole. En parallèle, je travaille, quand j'ai besoin d'informations, je me tourne vers l'Institut d'élevage IDEL, vers la Géode, évidemment. Et je me tourne vers mes pairs. Il y a plusieurs agriculteurs qui ont mis en place du pastoralisme avant moi. Quand j'ai des besoins, je me tourne beaucoup vers eux pour la technicité. J'ai été un temps à la Confédération paysanne et je continue à être présent sur une commission pastoralisme pour avoir du retour d'informations. Là, c'est vraiment plus technique qu'idéologique, mais ça permet d'échanger avec des pairs qui pratiquent le même métier. Voilà globalement les gens qui m'accompagnent. Et donc, mes attentes par rapport à tous ces partenaires, le conservatoire, mon attente, au-delà de l'apport de foncier, c'est aussi toute l'expertise botanique et administrative que peut m'accorder le conservatoire. Et c'est clairement un très bon appui, un très bon partenaire. Ça marche. Alors, merci pour les compliments. Néanmoins, comment tu qualifies ta relation avec le CEN? Moi, de mon côté, en termes écologues, je dis toujours que quand on a un partenariat avec un éleveur, il y a toujours le mariage entre l'écologue et l'éleveur où on a, nous, des envies, des souhaits en termes de gestion de milieu, gestion d'espace et d'espèces, c'est notre métier. Et toi, ton boulot, c'est de produire des animaux, en tout cas de mettre des animaux à l'herbe et qu'ils en ressortent avec plus de poids qu'au moment où tu les as mis pour justement gagner de l'argent sur cette prise de masse. Voilà, avantage contrainte avec le conservatoire, sachant qu'on est il n'y a pas de limite à avoir sur ce que tu trouves bien, ce que tu trouves améliorable. Alors, je rassure le public, on en a déjà discuté tous les deux en amont. On n'a pas attendu le webinaire pour échanger sur ce qu'on peut faire de mieux chacun. Voilà, toi, je voulais que tu me donnes un peu ton avis sur ce qui est bien et ce qui pourrait être mieux. On ne va pas dire ce qui n'est pas bien, ce qui pourrait être mieux avec le conservatoire, sachant qu'on a effectivement des choses à améliorer chez nous. Sans aucun doute, moi, ma problématique, c'est que j'y vois principalement beaucoup d'avantages au partenariat que j'ai avec le conservatoire, peu de limites ou des limites indirectes. Typiquement, je parlais des clôtures qui sont forcément mobiles sur les sites. C'est une contrainte, mais donc le conservatoire étant porteur du projet, j'aurais tendance à dire que ça pourrait venir du conservatoire, seulement c'est des aspects réglementaires, d'hydrodynamie, d'urbanisme et de tout un tas de choses
Donc, c'est pas vraiment des problématiques du conservatoire. Aujourd'hui, moi, je vois peu, j'ai eu jusqu'à présent beaucoup d'avantages à travailler avec le conservatoire, peu de contraintes. Honnêtement, je peux pas dire. On pourrait, par exemple, je dis ça parce qu'on a pris un stagiaire en sociaux il y a 2 ans avec la fédération des conservatoires et donc le Centre. On a pris un stagiaire en sociaux pour faire une enquête auprès des éleveurs. Et on s'est rendu compte, par exemple, que certains éleveurs nous disaient je ne comprends pas forcément vos attentes, ou vous, des fois, vous arrivez en vous positionnant un peu comme les sachants. Et je dis ça au sens large, les sachants, alors que c'est quand même nous, éleveurs, qui savez mieux que vous ce que vont manger nos brebis et que les plans de gestion que vous faites sont des fois un peu trop intellectualisés au regard de ce que nous, on a besoin pour conduire nos brebis ou nos autres ruminants, caprins, bovins, etc., sur les bords de Loire. Donc, il y aurait pu y avoir, par exemple, un delta entre vous causez gestion de milieu, nous, on est conduite de troupeau et des fois, peut y avoir un delta à trouver, vous n'êtes pas assez disponible. Il y aura plein de choses à argumenter plus tard qu'aujourd'hui, mais il y aura pu y avoir des. D'une certaine manière, moi j'arrive en phase 2 de Pasto-Loire et il y a pas mal d'écueils qui ont été éclaircis avant moi, ou au début, lorsque j'étais salarié et pas encore en charge d'une exploitation. Donc j'arrive quand même avec un savoir-faire qui est acquis tout de même. Et puis moi, ce que j'ai pu constater, c'est qu'à travers le temps, les discussions sont toujours ouvertes. Quand on a parlé des plans de pâturage, moi j'ai trouvé, donc je parle pour moi, j'ai trouvé que mes besoins étaient entendus. Et j'ai toujours vu une cohérence entre les demandes et le foncier sur lequel j'étais. Après, moi, j'ai peut-être aussi une vision personnelle qui fait que ça colle particulièrement bien, puisque j'ai une vision très extensive des choses. Je n'ai pas vocation à mettre une pression énorme sur mes brebis. J'ai eu une stratégie plutôt de réduction des coûts plutôt que d'essayer de survaloriser chacune de mes actions. Donc, c'est des choix stratégiques qui ont amené à des conséquences, ce qui fait que le partenariat, je trouve, fonctionne très bien et est très ouvert. Ok. Je n'arriverai pas à avoir d'écueil aujourd'hui. Ça va être compliqué aujourd'hui. Synthèse, avant de donner la parole aux auditeurs et aux questions, l'élevage en milieu humide en une phrase pour toi ou... Ça a été riche tant en alimentation pour les bêtes qu'en apprentissage pour moi. D'accord. Et puis, idées reçues, si idées reçues il y en a sûrement, mais décrypter un peu les idées reçues que tu as sur notre partenariat ou sur ton activité. Oui, où j'ai pu entendre par ailleurs. La première qui tourne autour de l'élevage ovin. Souvent, on dit que l'élevage ovin, c'est l'élevage du pauvre. Manifestement, aujourd'hui, je me rémunère, je rémunère un salarié et j'ai vocation à développer le salariat. Donc, je pense que ça peut être plutôt rentable. Premier point. Et la deuxième idée reçue, ça va être brebis en bord de Loire, ok, mais elles vont manger quoi? Et donc, c'est ce que je disais aussi précédemment. On a 70 plantes à consommer et une résilience du foncier qu'on n'aurait pas sur une ferme plus conventionnelle. Ok. Merci Cédric. Effectivement, j'en terminerai là. Ce qu'a dit Cédric, vraiment le dernier point, c'est quelque chose avec lequel on a beaucoup travaillé, moi, quand je suis arrivé au conservatoire, puisqu'on nous disait pareil, milieu à haute valeur écologique en bord de Loire, certes, mais zone inondable, patati patata, et donc milieu peu productif. Discours que j'ai pu entendre, et je pèse mes mots, de certains techniciens de champs d'agriculture sur cet élément-là. Et effectivement, quand on reprend l'ensemble des travaux, par exemple, de Cyril Agreil, j'ai pas d'action dans la coopérative Scopella, mais nous, on l'a fait intervenir chez nous pour effectivement aussi parler un peu même langage entre écologues et éleveurs et traduire nos objectifs en objectifs pour les éleveurs, donc vraiment avoir le même discours. Et effectivement, il a pu nous montrer que des milieux qui semblaient peu productifs parce que complexes, parce que riches, parce que variés, parce que jamais la même chose, pouvaient être des milieux solides en termes de résilience, de changement climatique, etc. Solides pour mener à bien un élevage. Donc c'est vrai que ce point-là est, je pense, encore à travailler. Ça rejoint l'aspect apprentissage. On remet en place des pratiques qui ont toujours été faites de manière historique sur les milieux naturels. On réapprend des savoirs que les anciens avaient et qui ont été perdus entre-temps. Tout à fait. On n'a rien inventé, tu as raison. Merci Cédric. Alors on reste là et donc c'est Charlotte qui nous envoie les questions, si j'ai tout compris.
Exactement. Merci beaucoup Stéphane et Cédric pour ce témoignage. Alors effectivement, on a de très nombreuses questions, donc merci à tous nos participants. Du coup, je vais les reprendre une à une et essayer de regrouper aussi celles qui étaient un peu semblables ou qui recoupaient à peu près les mêmes thématiques. Effectivement, il y a eu des questions tout d'abord sur les premiers aspects que vous avez abordés concernant du coup les parcelles qu'a Cédric, elles appartiennent aux scènes ou pas aux scènes? Et est-ce que vous pouvez revenir du coup sur le contrat qui vous lie tous les deux? Et enfin, quelle est la différence entre le contrat de juxtaposition dont tu as parlé et les AOT? Voilà, parce qu'on a eu différentes questions par rapport à ça. Ok. Alors, donc, la Loire n'est pas cadastrée, hein, c'est le domaine public fluvial, je le répète. C'est d'un point kilométrique à un autre point kilométrique. Donc, pour pouvoir installer des éleveurs, on a demandé à l'État de nous déléguer une convention d'exposition qui reprend effectivement des AOT, des autorisations d'occupation temporaire. Donc, au départ, moi, quand je suis arrivé en 2010, on avait une vingtaine d'AOT de 5 ans renouvelables signés avec la DDT, Pôle Loire, et on s'est aperçu que l'inertie, fallait que les AOT elles passent dans la gestion au domaine de l'État, etc., pour avoir un coût, etc., et savoir combien on devait payer par hectare et par an pour utiliser tout ça. Et donc, c'était vraiment très contraignant, c'était très incertain, c'est-à-dire qu'on avait des fois des AOT qui se terminaient et on n'avait pas eu la réponse de l'État sur la reconduction ni le barème de location. Donc, on avait des éleveurs avec qui on n'était pas en capacité de leur dire tu pourras l'année prochaine te mettre sur telle AOT parce qu'on n'avait pas la réponse. Et puis, pour la DDT, c'était un boulot colossal. Donc, Dominique Jousse, pour le citer, en 2011-2012, a dit faut qu'on trouve un truc plus fluide. Donc, on s'est dit on va regrouper la vingtaine d'AOT en une seule convention d'juxtaposition entre la DDT, donc, qui est propriétaire, et le conservatoire pour avoir un package qui est renouvelé pour une durée de 20 ans et donc avoir une simplification administrative. Et en plus, cette convention de juxtaposition, on va la faire à titre gratuit pour le conservatoire parce que le conservatoire rend des services en entretien des bords de Loire qui sont des coûts en moins apportés par la DDT. Et ensuite, donc c'est la première brique, c'est le premier étage de la fusée. Et ensuite, mes élus ont dit mais oui, mais il faut qu'on arrive à trouver un système où on peut sous-déléguer ces territoires à des éleveurs, puisqu'au départ, nous, on en avait la gestion uniquement à titre pâturage ou fauche, mais on n'avait pas de quoi rebalancer, enfin relouer ou reprêter ces parcelles à des éleveurs, puisque c'était pas forcément inscrit. Et donc les éleveurs nous disent oui, on a des AOT, mais on ne peut pas les mobiliser pour avoir des aides agricoles. Donc on a décidé, dans cette convention de juxtaposition entre l'État et le conservatoire, de notifier dans un article la sous-délégation, la sous-location gratuite à des éleveurs pour qu'ils puissent mobiliser les aides. Et donc, on a acté notre convention, notre partenariat entre le conservatoire et les éleveurs par des conventions de pâturage ensuite. Donc ça, c'est l'AOT est départementale, environ 800 hectares. Et ensuite, tous les 800 hectares ne sont pas forcément tous pourvus parce qu'on n'a pas forcément des éleveurs à tous les sites que l'on a en gestion sur le domaine de l'État. Et ensuite, donc, pour les sites où on a un éleveur, on a une convention de pâturage qui spécifie la durée, le chargement, les périodes de pâturage, le volet prophylaxie, affouragement interdit, etc., transhumance ou pas, gardiennage, clôture mobile, enfin voilà, toutes les spécificités sont inscrites dans une convention de pâturage pour 5 ans, renouvelable tacitement. J'espère avoir répondu à l'ensemble des questions que tu avais posées. Oui, normalement, c'est bon. Par rapport à ce que je t'ai redonné, c'est bon. Et en tant qu'éleveur, ça permet de constituer des lots sur le site Télépac pour aller déclarer et demander les subventions. Et les 5 ans, effectivement, de convention se calent avec les 5 ans de MAE ou les 5 ans de contrat Natura 2000 qu'on peut aussi passer pour l'entretien de milieu. Donc voilà, l'aspect quinquennal de la convention est important pour que les éleveurs aient aussi un papier pour soit leur partenaire financier ou soit pour la DDT. Parce qu'en fait, la DDT, quand elle a vu arriver des demandes de pâturage sur des points kilométriques à points kilométriques sans relevé parcellaire cadastral, c'était un peu, voilà, il y avait un virage à prendre.
Merci. Alors une autre question, est-ce que Cédric, tu peux nous donner ou nous redonner le chargement moyen, par rapport à ta surface agricole utile? Sur l'ensemble du système? Mmh. Instantané Oui, en instantané ou sur l'année? Ah là, c'est chargement moyen, donc bah, si tu as les 2, donne les 2 comme ça, Je redis, j'ai 500 brebis sur 140 SAU. Donc une brebis, c'est 0,15. Il faudrait refaire le calcul. Là, je l'ai pas de tête, le chiffre. Je sais, moi, je travaille plus en chargement instantané. instantané instantané. pour avoir un effet sur les parcelles. Alors, je sais que d'un point de vue réglementaire, j'ai tout déclaré à la PAC et il n'y a aucun curseur qui s'est mis au rouge, donc je suis dans le chargement moyen, il n'y a pas de souci. Par contre, pour le chargement local, ça m'arrive d'avoir 40 UGB sur une seule parcelle pendant une semaine, de manière à réouvrir. L'avantage, donc, c'est qu'on réouvre les milieux et on survalorise la capacité fourragère du foncier en faisant comme ça. Parce que globalement, pour faire simplement, au printemps, l'herbe va mettre 5 semaines à revenir. Donc, en travaillant une semaine, en déplaçant le troupeau, ça fait qu'au bout de 5 semaines, on peut revenir sur le site initial avec un chargement important instantané. Merci. Ouais, sachant que pour compléter ce que dit Cédric, moi, en tant que gestionnaire de milieu d'espace et d'espèces, effectivement, les contraintes, entre guillemets, enfin, la commande que je fais à Cédric, à un certain moment, c'est de contenir une végétation qui se ferme et qui donc fait disparaître des espèces végétales ou entomologiques d'insectes rares. Donc, il va adapter sa pression en fonction, enfin voilà, il va adapter sa pression en fonction de ma commande, et donc son chargement, il va des fois contraindre, entre guillemets, un pâturage fort, donc son chargement va pas être lisse dans le temps et dans l'espace, quoi. C'est ça qui est important. À plus forte raison que j'évolue avec la quantité fourragère. Donc, il arrive que par moment, j'enlève des brebis des bords de Loire pour aller faire de la destruction de couverts. Donc, d'une année à l'autre, le chargement moyen, il est un peu différent en fonction de la présence des bêtes ou non sur les sites conservatoires. Merci beaucoup. Je vous informe juste que pendant la suite des questions, je vais aussi vous passer pour les participants quelques photos illustrations pour un peu, vous montrer, bon, pour ceux qui connaissent pas du coup, comment, on peut représenter le pâturage en vallée alluviale avec des photos notamment du cheptel de Cédric. Alors autre question, y aurait-il une opportunité de se passer de la race entre guillemets «améliorée» Suffolk grâce à une filière alternative? Par exemple, là, l'exemple qui est donné, c'est manger biodiversité 100% solognote. Est-ce que tu peux redonner le… Est-ce qu'il y aurait une opportunité, est-ce que tu verrais une opportunité ou une possibilité de te passer de la race Suffolk? Je pense que ça pourrait être envisageable, mais il faudrait augmenter numériquement le troupeau pour compenser la perte de valorisation. Ça peut s'envisager, clairement. Ou si je passais 100%, par exemple, en Sologno pur géode, il y a une meilleure valorisation des reproducteurs. Donc oui, ça s'envisage tout à fait. Ok. Là, il y a une question pour le Seine. Est-ce qu'il ne serait pas préférable de favoriser une autre installation de type paysan de nature? Alors, la question elle est un petit peu C'est pas Frédéric Signoret qui a posé la question. je sais pas, je vais si c'est Fred, à mon avis, c'est Fred Signoret qui a posé la question. Enfin, est-ce que ça serait pas favorisé par rapport à un agrandissement par le salariat en termes d'ancrage local? Alors Cédric pourra répondre également. Avec Frédéric, l'idée n'est pas de faire une promotion forcément de paysans de nature, mais effectivement, les conservateurs ont signé une convention de partenariat avec paysans de nature parce qu'on a des valeurs qui se rapprochent fortement, on a des compétences qui se rapprochent fortement. Donc après, je dirais, effectivement, paysans de nature est aujourd'hui pas très, même quasiment pas développé en région Centre-Val de Loire, hein, because, on l'a dit, hein, une région plutôt à moissonneuse-batteuse qu'éleveur. Donc, moi, j'ai commencé à aborder ça avec mes élus aussi, parce qu'il y a une vraie doctrine à avoir, se dire une labellisation ou une adhésion à paysans de nature de par nos éleveurs, c'est à eux de faire le choix, mais ça permettrait d'apporter une cohérence au regard notamment d'autres conservatoires qui travaillent beaucoup avec des paysans de nature. Donc, voilà, je réponds pas, j'ai envie de dire oui, c'est quelque chose qui doit être envisagé. Après, c'est comme le bio ou pas bio, c'est à l'éleveur de se dire, moi, je
je m'y retrouve et dans les valeurs de paysans de nature et j'adhère et je porte l'ancrage paysan de nature. Moi, voilà, c'est quelque chose sur lequel le conservatoire est très ouvert, même des élus qui sont très pro paysans de nature. Donc après, ça se fera avec le temps. Je pense qu'on a des rapprochements à faire avec paysans de nature pour promulguer le message et faire un porte à connaissance, qui est plutôt à paysans de nature de le faire dans leur message et dans leur témoignage et dans leurs compétences d'animation territoriale. Et puis après, voir si on a des éleveurs qui ont envie de rentrer avec cette étiquette-là qui va bien aux actions portées par les SEN. Moi, je peux défendre un peu mon point de vue. Je fais le choix du salariat pour plusieurs raisons qui se valent les unes les autres. Déjà, j'ai été associé à mon ex-conjointe, donc ça crée tout un tas de relationnels, tout un tas de choses. J'ai déjà été en association et donc j'en suis revenu. Je préfère être maître de ce que je fais, entre guillemets. Et au-delà de ça, à travers mon vécu aussi, j'ai croisé d'autres personnes qui ont pu s'installer, qui étaient très bons techniquement, de très bons éleveurs, mais pas de bons gestionnaires. Le métier de gestionnaire d'entreprise et le métier de technicien de présence au troupeau, c'est deux métiers différents. Donc ça implique aussi des capacités et des envies différentes. C'est ce point-là. Et puis moi, pour donner un exemple aujourd'hui, la personne que j'ai en salariat est très satisfaite d'être salarié, ne souhaiterait pas s'installer du tout. Et je parlais d'une bergère que je voudrais embaucher d'ici 2 ans, et c'est le même cas, c'est une personne qui est à quelques années de la retraite et qui serait très satisfaite de travailler ou en salariat ou en micro-entreprise à définir en fonction de ses envies, mais qui ne souhaite pas s'installer. Donc il y a aussi des demandes de personnes qui souhaitent pratiquer ce métier sans forcément porter les responsabilités administratives. Et il faut savoir qu'elles sont particulièrement conséquentes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une autre question, un peu sur notre thématique, sur notre approche. Quel est l'impact de ce type de pâturage sur les milieux, notamment avec le piétinement? Est-ce qu'il y a des suivis qui sont mis en place et le cas échéant, quel suivi? Alors, j'essaie d'être concis. Alors, le piétinement, bon, on est sur des races légères, hein, on n'est pas sur du bovin ou de l'équin. Donc moi, le piétinement, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très extensif, donc avec une dilution des animaux dans le temps et dans l'espace sur des grandes surfaces. Donc j'ai pas une sensation de piétinement et je vais le dire de manière assez aveugle, puisqu'effectivement, en termes de suivi, autant, vous l'avez peut-être vu dans les cahiers techniques Pasteloire, on a pu étudier l'impact du pâturage ou du surpâturage sur des comportements type Bota, orthoptère, lépidoptère. Autant le piétinement sur le sable qui est remobilisé, qui est bougé par les plantes, par les crues ou par le système alluvial. Aujourd'hui, j'ai pas de contre j'ai pas de contre-exemple qui pourrait nous dire qu'effectivement des brebis selognotes trop longtemps stationnées, donc pas d'itinérance, en enclos fixe, etc., on aurait un piétinement parce que à fourragement ou pierre à sel, etc., on aurait un piétinement. Peut-être que des collègues sur d'autres territoires de Vallée de la Loire auront des expériences qui montrent qu'on a un piétinement notable ou pas notable. Aujourd'hui, j'ai pas de dire d'experts qui me disent on a un piétinement. J'ai pas une littérature. J'en ai discuté avec le Conservatoire botanique Bassin Parisien il n'y a pas longtemps. On n'a pas de littérature qui nous ferait part de piétinement par de l'ovin sur des milieux sableux en bord de Loire. J'ai aujourd'hui pas de. Voilà, je réponds ni oui ni non parce que à vue de nez, j'ai pas d'exemple. Et en littérature, en retour d'expérience scientifique, j'ai pas non plus de biblio qui me vont aller dans un sens ou dans un autre. En tant qu'éleveur, le retour que j'ai par rapport à ça rejoint un peu ce que tu viens de dire. Même sur les zones où je mets des pierres à sel et donc où les animaux vont être très présents pour venir consommer le sel, sur la saison d'après, je vois déjà plus la place où était la pierre à sel. Et pourtant, là, il y a vraiment un piétinement qui est fort. Donc, je peux pas me plaindre du piétinement. Mais après, c'est un vrai sujet d'investigation, je pense. Merci. Alors, autre question.
Vous en avez parlé un tout petit peu au début quand on parlait de Cédric, de comment il en était venu à s'installer. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être sur l'origine du rapprochement entre le conservatoire et toi, Cédric, et à savoir du coup la sous-question, c'est est-ce que la Chambre d'agriculture a joué un rôle dans cette mise en relation? Bah, je vais Vas-y, commencer vas-y, et puis je te vas-y. laisserai compléter. Comme je disais, moi j'ai été initialement salarié dans le système Pastoloire au départ, donc j'ai très rapidement pris contact avec le conservatoire. Et dans ma réflexion d'installation, ça m'a semblé tout à fait logique de me tourner vers le conservatoire. Il faut savoir que dans le milieu agricole, l'accès au foncier est une difficulté très très importante. Donc le fait d'avoir déjà des relations avec le conservatoire et le conservatoire ayant un besoin d'entretien des espaces, ça m'a permis d'accéder à du foncier à la fois d'un point de vue idéologique, travailler pour le conservatoire, ça me convient énormément, mais aussi d'un point de vue facilité administrative. Oui, après, je vais enfoncer le clou. Moi, aujourd'hui, on va être très honnête, le modèle que l'on défend, donc du pâturage extensif en bord de Loire, en zones humides, ou en milieu calcaire aussi, parce qu'on a d'autres sites ailleurs, c'est pas un modèle qui est soutenu et défendu par les chambres d'agriculture. Aujourd'hui, les modèles soutenus et défendus par les chambres d'agriculture en région centre, c'est plutôt 50 brebis en bergerie. Donc non, on a travaillé au départ de Pasteloire avec les chambres d'agriculture pour nous aider à travailler sur des modèles économiques, etc. Ça s'est plutôt pas bien terminé. Voilà, moi, j'ai pas de soutien à l'installation. J'ai pas de soutien sur du réseautage avec des éleveurs qui souhaiteraient s'installer parce que très clairement, les gens qui ont le profil de Cédric ou qui ont un profil paysan de nature ou qui ont un autre profil, ils passent pas par les chambres d'agriculture pour les raisons que je viens d'énoncer. Donc, on les a en direct, soit parce qu'on les capte en BPREA, on les capte en reconversion ou en CS au vin, etc. Donc, non, les chambres d'agriculture aujourd'hui, sur le modèle Pasteloire, on ne les a pas en alliés ni en partenaire parce qu'ils sont sur une promotion d'autres modèles d'élevage. Merci beaucoup, Stéphane. Euh, alors, on a plein de questions qui arrivent au fur et à mesure. Dans ce système d'agriculture extensif tel que le vôtre, est-ce qu'il est possible de déterminer une taille critique d'exploitation, donc surface ou taille du cheptel, au regard de la viabilité, pérennité? Oui et non. Il va y avoir des ratios. Ce qui est Régulièrement, rentable ou pas rentable, ouais. voilà. Globalement, en fonction du coût du foncier, en fonction de la valorisation des produits, ça va être tout à fait différent. En fonction du contexte territorial, c'est difficilement reproductible intégralement. Il va falloir le comparer au milieu sur lequel on veut l'installer. Globalement, tout de même, je garde à l'esprit l'idée de 300-350 brebis pour une centaine d'hectares d'espace naturel, pour pouvoir obtenir un temps plein avec un SMIC pour une personne. À ajuster, encore une fois, si on valorise mieux ces produits, on peut espérer se rémunérer un peu plus. Si on a plus de surface et qu'on augmente la surface, on peut se permettre d'embaucher. Enfin voilà, tout un tas de variables à ajuster. Donc, les 2 éléments de Cédric sont importants. Je pondérerai pour les collègues des Seines, je pondérerai sur le fait que 100 hectares, ce n'est pas 100 hectares d'un seul tenant. Ça peut être bien, mais moi, j'ai des cas de figure où on a 60 ou 80 hectares d'un seul tenant, mais on a aussi, dans la limite du raisonnable, à définir en amont avec l'élevage et l'éleveur. Ça peut être 10 sites de 10 hectares qui sont en chapelet ou en continu et qui peuvent après réflexion, mettre en musique une gestion itinérante d'un troupeau, quoi. Voilà, si c'est pas trop éloigné, etc. Donc voilà, ce 100 hectares, ça peut être morcelé. D'ailleurs, ça peut aussi avoir des vertus d'avoir des sites morcelés pour avoir une nourriture, une alimentation sur l'année, pour diviser les troupeaux, enfin, etc. Donc voilà, ne voyez pas les 100 hectares comme un bloc de 100 hectares, ni 2 blocs de 50 hectares. Ça peut être des choses à voir avec l'éleveur. Je ne dis pas qu'il faut 50 pelouse calcicole d'un hectare ou de 2 hectares, mais voilà, un morcellement est tout à fait envisageable. Et je compléterai le fait d'avoir des zones un peu espacées ou diverses, ça permet aussi d'accéder à des territoires différents et à des réseaux différents. Aujourd'hui, je travaille avec des céréaliers dans des zones tout à fait différentes et c'est des choses qui m'ont été permises parce qu'ils m'ont croisé sur des sites différents et que ça leur a paru intéressant de mettre en place ces choses-là. Donc il y a eu, comment dire, il y a des compétences théoriques, mais après il y a une réalité du terrain qui l'a grandement impacté.
Merci à tous les deux. Alors, une autre question, est-ce que cette activité, elle serait viable sans le partenariat du Seine, notamment sur d'autres vallées alluviales, donc où il n'y a possiblement pas de domaine, pas en zone domaniale? Et quels seraient alors les autres partenaires possibles, voilà, sur des zones où possiblement il y a pas le Seine? Tu répondras après. Moi, bah, après, l'autre partenaire, ça va être la SAFER. Même si on a un foncier le moins cher d'Europe aujourd'hui, ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, je le redis, hein, Cédric, il a une convention gratuite avec, donc il paye pas, il n'a pas de baux au conservatoire, donc il n'y a pas de location. Donc demain, il a deux options, Cédric, comme les autres. C'est soit il a des personnes qui vont lui louer du foncier avec un tarif qui est réglementé hein, en fonction de la région agricole dans laquelle on est. Donc, il aura effectivement un coût de production et un coût voilà, de production qui augmentera parce qu'il aura un coût de location de ses fonciers. Ou alors après, il achète du foncier à 5, 6, 7, 8 000 euros l'hectare. Donc, ça veut dire que voilà, après, les partenaires, c'est soit il a des propriétaires privés qui lui louent du terrain, soit après, il se positionne à la SAFER en possible acquéreur avec les moyens que sa trésorerie lui propose. Ça, c'est un biais. Après, encore une fois, ça va dépendre des territoires. Il se peut se trouver sur certains territoires de grands propriétaires fonciers, que ce soit des privés, des personnes privées ou des entreprises, qui seraient d'accord pour mettre en place du pâturage sur leurs espaces. En prestation, non? Ou pas? Possible ou non, en fonction du foncier qui sera déclarable ou non à la PAC. Il y a tout un tas de façons de faire et c'est difficile de se projeter sans avoir un peu de contexte territorial. On t'entend plus? Normal, j'avais coupé mon micro. Merci Stéphane. Une autre question pour Cédric. Parmi les motivations de Paysans de Nature, il y a la volonté de reconnaître le rôle du paysan engagé pour la biodiversité comme gestionnaire de réserves naturelles. Et Cédric, toi, est-ce que tu as le sentiment d'être suffisamment impliqué et considéré par le Seine dans ton rôle de gestionnaire non salarié du conservatoire? Ok. Mhm. Je me sens tout à fait à ma place et tout à fait soutenu. Donc oui, j'ai l'impression d'être reconnu pour le travail que je fais. On peut faire mieux toujours, mais oui, on m'a convié aujourd'hui à échanger sur le thème. Je pense que c'est une reconnaissance aussi du travail que je mène. ouais, moi j'ai envie de dire, c'est pareil. Enfin, je réponds à Fred là du coup, mais j'aime bien ce terme mariage entre le gestionnaire et l'élevage, donc et l'éleveur. Donc voilà, le mariage, il est à deux, donc il a le même rôle que moi. Moi, il a besoin de moi sur ce coup-là, mais moi, sans lui, c'est cuit. Je peux avoir du foncier si j'ai pas d'éleveur. Voilà, donc je vais pas mettre des ronds pour du broyage mécanique. Donc, je suis obligé, enfin, je suis obligé, il y a pas mais la considération, elle est vitale parce que sans lui, sans accepter, si je viens avec mon discours martial en disant je suis écologue, tu vas faire comme ci, comme ça va être réglé. Donc, je dois le considérer à sa juste valeur et je dois intégrer pleinement ses contraintes et ses envies et ses souhaits. Après, il y a un curseur à trouver. Mais moi, j'ai envie de dire, je ne réponds pas à sa place, mais la considération, elle est totale parce que sans lui, je ne fais rien. Pour répondre à ça simplement, je ne me suis jamais posé la question. C'est que ça doit l'être. Merci Cédric. Alors, je vais prendre les deux derniers blocs de questions qui sont proposés pour qu'on reste dans le temps imparti. Donc, le premier bloc, il comprend, je crois, trois questions, mais qui sont liées. La structure qui met à disposition une parcelle a-t-elle la responsabilité de s'assurer de l'absence d'espèces toxiques pour les animaux? Donc ça, c'est la première question. Qui s'assure de la mise en place et de l'entretien des clôtures et cela serait-il plus intéressant d'avoir des parcs fixes? C'est pour la sécurité du troupeau notamment. Et enfin, dernière question de ce premier bloc, et quelle est votre fréquence de surveillance? Êtes-vous présent tous les jours sur place? Ok. Alors oui, la surveillance est quotidienne, ça c'est clair. Oui, des clôtures fixes, ce serait très, très pratique. Concrètement, la réalité du terrain fait que ce n'est pas possible en termes d'hydrodynamie, en termes d'urbanisme. Donc, encore une fois, je ne vais pas me poser la question d'une chose dont je sais que la réponse est négative. On est sur les bords de Loire, donc risque cru, BPRI, donc clôture fixe interdite par l'État. Voilà. Donc, je ne m'attarde pas sur cette question. Donc, tout de suite, il faut mettre en place des solutions. Et donc, c'est du temps, c'est de la logistique, c'est de la gestion de clôture. Effectivement, on déplace très souvent les clôtures. Mais encore une fois, je préfère travailler avec des humains qu'avec du matériel. Donc, ça me va aussi de passer du temps à ça.
Pour ce qui est de la gestion des ressources qui pourraient être toxiques, non, le conservatoire n'a pas d'obligation. Il prend en l'état, dans la convention, il est écrit, il prend en l'état, il reconnaît et il prend en l'état le site. Donc, il n'y a pas. Et après, au-delà de ça, sauf cas très particuliers de plantes qui peuvent évoluer dans leur toxicité à travers l'année, moi j'ai de la chance, en tout cas sur mon foncier, d'avoir certaines plantes toxiques, mais de manière constante. Les brebis apprennent. Il y a eu effectivement au départ, le troupeau a appris, il y a eu un peu de mortalité. Alors là, je ne veux peut-être pas aller trop loin dans l'éthologie, mais les brebis apprennent, regardent leurs compères faire ce qu'elles font, et quand elles ne connaissent pas une plante, elles laissent quelques brebis goûter, et s'il y a des problématiques dans les heures, les jours qui suivent, elles n'y touchent plus. Moi, aujourd'hui, les brebis ne touchent pas à la datura, qu'est-ce que j'ai de toxique, ne touchent pas à l'IF. Parfois, on est à proximité de propriétés privées où il peut y en avoir. Elles n'y touchent pas parce qu'elles savent que c'est toxique. Voilà, il y a un apprentissage. Le forbe, elles n'y touchent jamais. Elles connaissent, elles apprennent. Voilà, c'est ce que je peux répondre. Parfait. Et enfin, dernière question pour ce premier épisode. Pensez-vous que ce système va permettre d'être plus résilient par rapport aux impacts du changement climatique, notamment d'utiliser les bords de Loire quand ça a séché ailleurs, diversité de la ressource, comme Cédric, tu en as déjà parlé, et quelle prise en compte du risque inondation s'il existe? Ok. J'ai un peu répondu à travers les différentes réponses. Oui, moi j'y crois à 100%. Il y a une résilience qui est totale pour moi. Et je reviens toujours à cette idée de dire qu'on reprend le travail que faisaient les anciens. Pendant 10 000 ans avant moi, des agriculteurs ont fait en milieu naturel, des éleveurs ont fait en milieu naturel. Je ne fais que réapprendre ce qu'ils avaient mis en place. Donc oui, je pense qu'en termes de résilience, on est là-dessus. Après, se pose la question de la productivité, effectivement, parce que pendant les zones humides ou pendant les périodes humides d'inondation ou en zone de montagne où il y a des ressources naturelles, mais il y a un enneigement qui est particulier, il y a d'autres façons de travailler. Encore une fois, c'est en fonction du territoire et du microclimat dans lequel on évolue. Mais oui, je crois à 100% à la résilience de cette méthode sur du long terme. Après, là, on entre dans des questions qui sont plus vastes de consommation de viande et de gestion de la ressource. On n'a peut-être pas le temps de développer tout ça. Et pour les crues, effectivement, on anticipe, c'est-à-dire qu'ils sont tous sur Vigicru, et on réfléchit aussi dans l'installation à avoir des zones hors crue pour, en cas de crue, que les bêtes soient au sec. Donc, même si on est un peu peinard en crue depuis quelques années, il y a eu des gros épisodes de crue assez rapides et violents, et donc les éleveurs, ils ont aussi ce risque-là en tête pour pas perdre leur troupeau, leur clôture, et avoir des zones de repli. On connaît les phases de crue, un printemps-automne globalement. On est effectivement sur Vigicru en permanence, et dans ces phases-là où on sait qu'il y a beaucoup de pluie sur le Massif central, on surveille des stations qui sont bien en amont. Donc on prévoit toujours des zones de repli avec des parcs prêts faits pour le repli en cas de problématique. À savoir, petite information typique de la Loire, une crue, ça nous impacte entre 10 et 20 jours. Il y a la montée en eau qui nous pousse à refluer. Mais après, comme il y a un dépôt d'alluvion, il faut attendre une pluie pour renettoyer la végétation pour revenir sur site pour la consommer. Donc une crue qui va avoir un impact pendant 3-4 jours, pour nous, ça aura un impact sur 10 à 15 jours à peu près. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Si jamais vous avez des questions qui arrivent par la suite, n'hésitez pas moi à me recontacter. Je transférerai du coup les mails et vos questions à Stéphane et Cédric. Du coup, je voulais juste finir ce premier épisode pour qu'on reste bien dans les temps impartis. Du coup, en vous annonçant et en vous donnant rendez-vous le 19 décembre prochain pour l'épisode numéro 2 de cette série de webinaires. Élevage en zone humide via Blupa. Et la question, là, on la posera en zone de marais, avec le témoignage du coup de Frédéric Signoret, donc qui est paysan de nature et élevage de vaches maraîchines, donc au GAEC La Barge. Et du coup, voilà, on fera exactement le même exercice sous le même format avec Frédéric. Donc 19 décembre 2023, c'est aussi un mardi et ça sera aussi de 11h à 12h30. Voilà, et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation, et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.